Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire pour dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Le veuvage vous transforme de manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'une de ces transformations fut ma décision de rester sur la propriété que Glenn et moi avions construite ensemble, dans le Montana rural. Il nous avait quittés 2 hivers avant cette nuit-là. Entre son enterrement et mon 43e anniversaire, je m'étais convaincu que rester était la meilleure solution. Nos plus proches voisins, la famille Farley, vivaient à environ 5 km sur la route de comté, et le poste de police le plus proche se trouvait à Ridgefield, à une bonne heure de route sur des chemins qui devenaient dangereux après la tombée de la nuit. Les gens en ville pensent que l'isolement est paisible, voire romantique. Mais il n'y a rien de romantique à être une femme seule dans une maison entourée de champs de blé et d'une obscurité qui s'étend dans toutes les directions. Cette nuit-là, début novembre 2017, je m'étais couché vers 22 h, épuisé après avoir fendu du bois et réparé une section de clôture que le vent avait renversée. Mes 2 chiens, Duke, un berger allemand, et Copper, un bâtard, dormaient à leur place habituelle, près du poêle à bois. Le vent s'était calmé, et la maison s'était enveloppée dans ce silence profond et enveloppant qui n'existe qu'à des kilomètres de toute civilisation. Je me réveillais au grognement de Duke, bas et guttural, le genre de son qu'il ne faisait que lorsque quelque chose n'allait vraiment pas. Mes yeux s'ouvrirent sur une obscurité totale, et pendant un instant, je restais immobile, écoutant, essayant de distinguer les sons réels des vestiges du rêve que je faisais. Puis Copper se joignit à lui. Les 2 chiens étaient maintenant près de la fenêtre de la chambre, leur corps raide, les poils hérissés en silhouette contre la faible lueur de la lune filtrant à travers les rideaux. Je l'entendis alors, lointain, mais indéniable, d'autres chiens aboyaient quelque part dans la nuit. Les Farley avaient des chiens de chasse, et ils n'aboyaient jamais ainsi, sauf si quelque chose les avait effrayés. Je me soulevai sur un coude, tendant la main vers la lampe de chevet, quand je la vis. Une balayage de phare se déplaçant lentement à travers mon champ. Pas sur la route, mais bel et bien dans le champ, traversant les chaumes de blé récoltés. Mon cœur se mit à battre à tout rompre alors que je regardais les lumières avancer avec détermination, méthodiquement, comme si celui qui conduisait savait exactement où il allait. Personne n'avait de raison d'être sur ma propriété à cette heure. Je regardais l'horloge, 2h47 du matin. Je n'allumais pas la lampe. Un instinct ancien et primitif me disait de rester dans l'obscurité. Au lieu de cela, je glissai hors du lit et me blottis sous la fenêtre, jetant un coup d'œil par-dessus la pluie juste assez pour observer. Les phares s'étaient arrêtés, garés au bord de ma propriété, près de l'ancien silo à grains que Glenn n'avait jamais eu le temps de démolir. Puis ils s'éteignirent. Pendant un long moment, rien ne se passa. Juste les grognements des chiens et le son lointain des chiens des Farley, toujours enragés. Puis je vis un second jeu de phares apparaître, venant de la direction opposée, de l'ouest, où l'ancienne route forestière traversait la lisière des arbres. Ces lumières avançaient aussi lentement, délibérément, et s'arrêtèrent également à la périphérie de ma propriété avant de s'éteindre. Ma bouche devint sèche. Je tendis la main vers mon téléphone sur la table de nuit, mes doigts le trouvant dans l'obscurité, et j'appuyai sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma et je l'éteignis immédiatement, protégeant la lueur avec mon corps. Aucun signal. Il n'y avait jamais de bon signal ici, mais parfois, près de la fenêtre de la cuisine, je pouvais capter une barre. Je me déplaçai dans la maison sans allumer aucune lumière, Duke et Copper me suivant de près, leurs griffes cliquetant doucement sur le parquet. Quand j'atteignis la cuisine, je me plaquai contre le mur à côté de la fenêtre qui donnait sur la cour avant et la longue allée de gravier qui reliait ma propriété à la route de comté. Ce que je vis me fit fléchir les jambes. Un 3e véhicule était garé au bout de mon allée, ses phares également éteints, juste une silhouette sombre contre l'obscurité légèrement plus claire du ciel. Ils avaient encerclé la maison. 3 véhicules positionnés à 3 points différents, et tous savaient exactement où s'arrêter, exactement comment approcher sans être vus de la route. Je vérifiai mon téléphone à nouveau, le tenant près de la fenêtre, espérant désespérément voir apparaître ne serait-ce qu'une barre. Rien. Je pensais au téléphone fixe dans le salon, l'ancien téléphone à cadran que Glenn avait insisté pour garder parce que le service cellulaire était si peu fiable. Je commençais à me diriger vers lui, restée basse, quand j'entendis quelque chose qui me glaça. Le son distinct d'une radio grésillant quelque part dehors, suivi de la voix d'un homme trop calme pour que je puisse distinguer les mots, mais assez proche pour que j'entende le ton. Je rampai jusqu'au salon,
mes genoux raclant contre le tapis que la mère de Glenn nous avait offert comme cadeau de mariage. Le téléphone à cadran était posé sur la petite table près du canapé, et je soulevais le combiné aussi silencieusement que possible, le pressant contre mon oreille. Un silence de mort, pas de tonalité, rien. Ils avaient coupé la ligne. Ce n'étaient pas des adolescents ivres ou des chasseurs égarés. C'étaient des gens qui avaient planifié cela, qui savaient que couper la ligne me laisserait isolé, qui comprenaient que, le temps que quelqu'un réalise que quelque chose n'allait pas, il serait bien trop tard. Je reposais le combiné et pressais mon dos contre le canapé, essayant de réfléchir. Le fusil de Glenn était dans le placard de la chambre, un Remington décembre 1970 qu'il m'avait appris à utiliser pour les coyotes qui s'en prenaient parfois aux poules. Je ne l'avais pas utilisé depuis sa mort, mais je savais qu'il était chargé. Je savais qu'il y avait une boîte de cartouches sur l'étagère du haut à côté. J'avais besoin de retourner dans la chambre sans être vu à travers les fenêtres. Duke laissa soudain échapper un aboiement aigu et je saisis son collier, le tirant vers moi, lui chuchotant de se taire. À travers la fenêtre du salon, je vis un faisceau de lumière balayer le porche avant. Une lampe torche. Quelqu'un était sur mon porche, juste devant la porte d'entrée, peut-être à 5 mètres de l'endroit où j'étais accroupi dans l'obscurité. J'entendis des pas sur les planches de bois, lents et délibérés, puis la lumière s'arrêta devant la fenêtre. Je me plaquai contre le sol, ma joue contre le parquet froid, retenant les deux chiens par leur collier alors qu'ils tremblaient et grognaient. Le faisceau se déplaça au-dessus de moi, éclairant le canapé, la bibliothèque, le manteau de la cheminée où notre photo de mariage était toujours exposée. Puis la lumière s'éteignit et j'entendis les pas s'éloigner, suivis d'un nouveau grésillement de radio. Une voix différente, plus grave, répondit quelque chose que je ne pus comprendre. Ils communiquaient leur position, coordonnaient leurs mouvements, et ils le faisaient avec une efficacité calme qui me terrifia plus que tout. J'attendis que les pas s'éloignent avant de commencer à ramper vers le couloir qui menait à la chambre. Chaque craquement du parquet me semblait incroyablement bruyant, et je m'attendais à chaque instant à ce qu'une fenêtre se brise ou qu'une porte s'ouvre violemment. Quand j'atteignis enfin la chambre, j'ouvris doucement la porte du placard et tâtonnai dans l'obscurité jusqu'à ce que mes doigts se referment sur l'acier froid du canon du fusil. Je le sortis, vérifiai qu'il était chargé rien qu'au toucher, et attrapai la boîte de cartouches sur l'étagère du haut. Mes mains tremblaient alors que j'enfournais des cartouches supplémentaires dans les poches de mon pantalon de pyjama. Je n'avais aucun plan au-delà de cela. Aucune idée de ce que je devais faire face à plusieurs hommes armés qui savaient clairement ce qu'ils faisaient. Je pensais à me cacher, à me glisser sous le lit ou à m'enfermer dans la salle de bain, mais je savais que cela ne ferait que retarder l'inévitable. Ces gens ne s'étaient pas donné tout ce mal pour repartir les mains vides. Ils voulaient quelque chose. Et la seule chose de valeur dans cette maison, c'était moi. Un bruit venant de l'arrière de la maison fit bondir Duke en avant, aboyant furieusement. Et cette fois, je ne pus l'arrêter. Il se précipita dans le couloir vers la cuisine, copère sur ses talons. Et j'entendis la porte arrière trembler violemment dans son cadre. Quelqu'un essayait de la forcer. Je courus après les chiens, le fusil levé, mes pieds nus claquant contre le sol. Quand j'atteignis la cuisine, je vis la porte vibrer alors que quelqu'un jetait son poids contre elle de l'extérieur. Le verrou tenait, mais la porte était ancienne, le cadre de bois ramolli par des décennies d'hiver du Montana. Elle ne tiendrait pas longtemps. Je visais le centre de la porte et hurlais de toutes mes forces que j'avais une arme, que je tirerais sur quiconque entrerait. Les coups cessèrent un instant. Il y eut un silence, et j'entendis à nouveau la radio grésiller, suivie d'une voix que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle était calme, presque amusée, et elle dit clairement assez pour que je l'entende à travers la porte. Elle est dans la cuisine, armée d'un fusil décembre 1970, probablement l'ancien Remington de son mari. Il savait pour Glenn. Il savait pour l'arme. Une vague de nausée me frappa si fort que je faillis me plier en deux. Ce n'étaient pas des inconnus qui avaient choisi ma maison au hasard. C'étaient des gens qui m'avaient observé, étudié, qui avaient appris mes routines et mes vulnérabilités. Je pensais à toutes les fois où j'étais allé en ville faire des courses. À toutes les conversations que j'avais eues au magasin d'alimentation ou à la station-service, mentionnant que je vivais seul maintenant, que Glenn était parti, que la propriété était trop grande pour une seule personne, mais que je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. J'avais raconté ma situation à des inconnus sans jamais y réfléchir à deux fois. La voix dehors parla à nouveau, cette fois en s'adressant à moi. « Madame Hartley, nous savons que vous êtes seule. Nous savons que le shérif le plus proche est à 47 minutes en cas de bonne nuit, et que les routes sont glacées.
Nous savons que votre téléphone portable ne fonctionne pas ici. Nous avons déjà fait cela avant, et cela se passe toujours mieux quand les gens coopèrent. La manière décontractée avec laquelle il énumérait ses faits, comme s'il lisait une liste de contrôle, me fit réaliser à quel point ils avaient tout planifié avec soin. Ils avaient probablement observé la maison pendant des semaines, peut-être des mois, notant quand je me couchais, quand je me réveillais, quelles lumières j'allumais et quand je les éteignais. Je reculais de la porte, le fusil toujours levé, mon esprit parcourant des options qui semblaient toutes sans espoir. Les fenêtres étaient en simple vitrage, faciles à briser. Les portes étaient solides, mais les cadres étaient faibles. Même si je tirais sur l'un d'eux, il y en aurait d'autres, et ils seraient dans la maison avant que je puisse recharger. Puis je me souvins de quelque chose. La cave à légumes. Glenn l'avait creusée lui-même la deuxième année où nous vivions ici. Un espace souterrain sous la cuisine, accessible par une trappe cachée sous le tapis près du garde-manger. Il y avait installé une porte en acier lourd au bas de l'escalier. Paranoïaque à l'idée des tornades, bien que cela soit rare aussi loin au nord. La cave contenait des provisions, des conserves, de l'eau, une radio à pile, et surtout, une serrure qui ne pouvait être ouverte que de l'intérieur. Si je pouvais descendre là-bas avec les chiens, je pourrais les attendre. Finalement, quelqu'un remarquerait mon absence. Finalement, de l'aide viendrait. Ce n'était pas un bon plan, mais c'était le seul que j'avais, et le temps me filait entre les doigts. Je me déplaçais rapidement, tirant le tapis d'une main tout en gardant le fusil près de l'autre. La trappe était exactement là où elle avait toujours été, l'anneau en fer froid contre ma paume. Je l'ouvris d'un coup sec et sifflai les chiens. Duke comprit immédiatement, bondissant dans l'escalier de bois vers l'obscurité en dessous. Copper hésita, confus, et je dus le saisir par le collier et presque le pousser à travers l'ouverture. J'étais à moitié descendu moi-même quand j'entendis du verre se briser quelque part dans la maison, suivi de pas lourds et de voix s'appelant les unes les autres. Ils étaient à l'intérieur. Je tirai la trappe au-dessus de moi, tâtonnant dans l'obscurité pour trouver la porte en acier au bas de l'escalier. Mes doigts trouvèrent la poignée et je la tirai fermée juste au moment où j'entendais des pas dans la cuisine directement au-dessus de moi. Le verrou était un lourd pêne dormant, du genre que l'on trouve sur une porte commerciale, et il glissa en place avec un clic solide qui résonna dans la petite pièce en béton. Je pressai mon dos contre le mur froid, les deux chiens blottis contre mes jambes, et j'écoutais les sons de ma maison se faire déchirer au-dessus de moi, les placards claquant, les meubles renversés, puis des pas directement au-dessus de la trappe, suivi du son de quelqu'un tirant sur la poignée. Une voix, la même voix calme que tout à l'heure, m'appela à travers le plancher. « Madame Hartley, c'est une très vieille porte. Nous avons des outils. Nous avons du temps. Le choix vous appartient. » Je ne répondis pas. Je restai assise dans l'obscurité, mon fusil pointé vers la porte en acier. Mes chiens pressaient contre moi, et j'attendis. J'entendis des forages, des grattements, le son du métal raclant contre le métal. Cela dura ce qui me sembla des heures, mais qui était probablement seulement 40 minutes. Puis soudain, cela s'arrêta. J'entendis des voix discuter, urgentes maintenant. Le ton calme avait disparu. Un moteur de véhicule démarra quelque part. Dehors, puis un autre. À travers les murs de béton, j'entendis des pneus sur le gravier, s'éloignant rapidement. Je ne bougeai pas de cette cave jusqu'à ce que la lumière du soleil commence à filtrer à travers la petite grille de ventilation près du plafond. Quand je sortis enfin, ma maison était détruite. Chaque tiroir vidé, chaque placard fouillé, les meubles renversés et brisés. Mais j'étais vivante. Le shérif me trouva assise sur mon porche avant, le fusil en travers de mes genoux, et je lui racontai tout. Il écouta avec une expression que je ne pus déchiffrer, puis me dit qu'il y avait eu 3 autres cambriolages dans le comté au cours des 2 dernières années. Toutes des propriétés isolées, toutes des femmes vivant seules. 2 de ces femmes n'avaient jamais été revues. Ils n'avaient jamais attrapé les hommes qui avaient fait cela. J'ai vendu la propriété 6 semaines plus tard et j'ai déménagé à Bozeman, où je peux voir les maisons de mes voisins depuis la fenêtre de ma cuisine. Je ne dors toujours pas toute la nuit. Je me réveille encore à 2h47 du matin, tendant l'oreille pour entendre des chiens aboyer au loin, attendant que des phares balayent un champ qui n'existe plus derrière ma fenêtre. Ridgefield, dans le Montana, est le genre d'endroit qui n'apparaît sur aucune carte. La population y varie entre 20 et quelques habitants, selon qui est parti ou décédé cette année-là. Ma meilleure amie Alay et moi y étions envoyés chaque été pour rester chez nos grands-parents pendant que nos parents travaillaient.
Et à la fin de la 6e, nous connaissions cette route de terre menant au Perkins General Store mieux que nos propres jardins. 4 kilomètres de terre battue traversant des champs de blé et des terres agricoles abandonnées, avec rien d'autre que des poteaux de clôture et un tracteur rouillé de temps en temps pour briser l'horizon doré sans fin. Nous l'avions parcouru des dizaines de fois sans incident. 2 filles de 12 ans, trop énergiques et pas assez surveillées, cueillant des mûres sauvages et se lançant des défis pour atteindre l'ancienne grange des Génignes, qui pourrissait à mi-chemin. Nos grands-parents ne s'inquiétaient jamais de nous voir faire ce trajet seuls, car rien n'arrivait jamais à Ridgefield. C'était tout l'intérêt de l'endroit, la sécurité de l'isolement, le réconfort de connaître chaque visage de la ville. Ce jeudi matin de début juin, grand-mère glissa un billet de 20 $ dans ma paume et me tendit sa liste de courses. Allez et moi partîmes comme nous l'avions fait 100 fois auparavant. La chaleur nous frappa dès que nous quittâmes le porche, cette chaleur sèche de l'été montané qui fait scintiller l'air au-dessus de la route comme un mirage. Allez se plaignit de la poussière qui s'infiltrait dans ses sandales, et je lui dis qu'elle aurait dû mettre des baskets comme moi. Nous nous disputâmes pour rien en marchant. Nous avions parcouru environ 3 kilomètres quand j'entendis le moteur s'approcher de derrière, ce qui ne signifiait rien au début, car les agriculteurs empruntaient constamment cette route. Mais ce véhicule ralentit d'une manière qui me fit me retourner et regarder. Un camion pick-up vert foncé, avec un pare-choc avant cabossé et des éclaboussures de boue sur les passages de roues, se rangea à notre hauteur, gardant notre allure de marche. Le conducteur se pencha par-dessus le siège passager et baissa la vitre. Ce fut la première fois que je vis clairement son visage. Il avait les cheveux blonds fins, plaqués en arrière sur son crâne avec quelque chose de gras. Des yeux bleus pâles qui semblaient trop grands pour son visage, et un sourire qui étirait ses lèvres de manière à montrer chacune de ses dents jaunes. Quand il parla, sa voix était chaude et amicale, du genre que les adultes utilisent quand ils veulent que les enfants leur fassent immédiatement confiance. « Vous devez être les petites filles Whittaker », dit-il en hochant la tête comme s'il connaissait déjà la réponse. En route pour Perkins. Je parie que votre grand-mère vous envoie faire des courses. Je me souviens avoir ressenti une petite vague de soulagement à ce moment-là, car il connaissait notre nom de famille, ce qui signifiait qu'il devait être un local, quelqu'un de sûr. Allais se détendit aussi un peu à côté de moi, ses épaules quittant leur position tendue. L'homme continua à parler, expliquant qu'il travaillait dans une des fermes plus loin, après la limite du comté, et qu'il passait par Ridgefield toutes les quelques semaines pour des fournitures. Il dit s'appeler Jean. Ou peut-être Dean. Un prénom court et simple que je ne me souviens plus clairement, car tout ce qui suivit effaça ces petits détails de mon esprit. Ce dont je me souviens, c'est ce qu'il dit ensuite, se penchant encore plus vers la vitre ouverte, ce sourire étrange et large toujours plaqué sur son visage. Il nous dit qu'il y avait eu des attaques de coyotes sur la route plus loin, qu'un groupe s'était emballé et s'en était pris à quelques chiens la veille, et qu'il n'était pas sûr pour 2 jeunes filles de marcher seules. Allais me regarda avec de l'incertitude dans les yeux, et je pus voir qu'elle essayait de décider si elle devait le croire. Le problème, c'est que les attaques de coyotes n'étaient pas rares dans cette région, et nous avions déjà été avertis à leur sujet par notre grand-père, qui gardait un fusil près de la porte arrière pour cette raison exacte. Donc, l'histoire avait du sens, et l'homme semblait savoir que ce serait le cas. Il nous proposa de nous emmener le reste du chemin jusqu'au magasin, disant que cela ne prendrait que quelques minutes, et qu'il allait dans cette direction de toute façon. J'hésitais, sentant quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine, une réticence sans source logique. Mais Allais se dirigeait déjà vers le camion, et je ne voulais pas avoir l'air d'une petite fille effrayée devant elle. Je montai dans la cabine après elle, m'installant sur le siège en cuir craquelé qui sentait la cigarette et autre chose, une odeur aigre et faiblement chimique que je ne pus identifier. L'homme repartit sur la route, et pendant 1 minute, tout sembla normal, juste le ronronnement du moteur et la poussière s'élevant derrière nous à travers la vitre arrière. Puis je remarquai que nous ne prenions pas la bonne direction. La route vers Perkins continuait tout droit pendant encore 3 kilomètres avant de tourner légèrement vers l'est en direction du centre du village. Mais cet homme avait tourné à gauche sur un étroit chemin de traverse qui menait vers la propriété envahie de Génignes. Je connaissais bien cette terre, car Allais et moi avions exploré ses bords à maintes reprises, nous défiant de nous approcher de la grange en ruine avec ses fenêtres sombres qui ressemblaient à des orbites vides. Le camion rebondit sur les ornières et les nids de poules alors que la route principale disparaissait derrière un mur de hautes herbes sauvages. Et mon cœur commença à battre si fort que je le sentis dans ma gorge. Je lui demandai où nous allions, essayant de garder ma voix stable. Et il dit que c'était un raccourci qui nous mènerait au magasin plus vite, mais c'était un mensonge. Et je savais que c'était un mensonge, car cette route ne menait nulle part, sauf plus profondément dans des terres agricoles abandonnées.
Ale me serra la main et la pressa fort, sa paume moite de sueur. Je regardai son visage et y vis ma propre peur reflétée, ses yeux écarquillés et ses lèvres serrées en une fine ligne. L'homme continua à parler sur le même ton enjoué, nous racontant des choses sur la météo et la récolte de blé et d'autres sujets sans importance, remplissant l'air de mots pour que nous n'ayons pas le temps de réfléchir. Mais je réfléchissais, et ce à quoi je pensais, c'était que personne ne savait où nous étions. Nos grands-parents s'attendaient à ce que nous soyons partis pendant au moins 2 heures, et si nous disparussions dans ces champs, personne ne commencerait même à nous chercher avant l'heure du déjeuner. Le camion ralentit alors que nous approchions de l'ancienne grange des Génignes, et je vis que quelqu'un était passé par là récemment, car il y avait des traces de pneus fraîches dans la boue, et le cadenas de la porte de la grange avait été remplacé par un tout neuf et brillant. L'homme gara le camion et éteignit le moteur. Et dans ce silence soudain, j'entendais des oiseaux chanter quelque part au loin et le tic-tac du moteur qui refroidissait. Il se tourna pour nous regarder avec ce même sourire terrible. Et il dit que nous devions attendre là juste 1 minute pendant qu'il vérifiait quelque chose à l'intérieur de la grange. Ce fut à ce moment-là que Ale hurla. Ce n'était pas un mot ni un appel à l'aide, juste un son animal brut de terreur pure qui semblait déverrouiller quelque chose en nous deux. Elle tira sur la poignée de la porte et se jeta hors du camion avant même que je comprenne ce qui se passait. Et je la suivis une demi-seconde plus tard, mes pieds heurtant le sol assez fort pour envoyer une douleur le long de mes chevilles. L'homme cria quelque chose derrière nous, sa voix amicale devenue aiguë et laide, mais je ne me retournai pas pour voir s'il nous poursuivait. Nous courûmes dans les hautes herbes, nous frayant un chemin à travers les tiges qui fouettaient nos visages et nos bras, notre souffle venant par halètements saccadés. J'entendais aller quelque part à ma gauche, se frayant un chemin à travers la végétation, et je me dirigeais vers le son de ses pas. L'herbe était si haute que je ne pouvais voir à plus de quelques mètres dans n'importe quelle direction, et je m'attendais à tout moment à sentir une main se refermer sur mon bras ou mes cheveux. Mes poumons brûlaient et mes jambes me faisaient mal, mais je ne ralentis pas. Je ne pouvais pas ralentir, car quelque part derrière nous se trouvait un homme qui nous avait emmenés dans une grange abandonnée au milieu de nulle part. Et je savais avec une certitude absolue ce que cela signifiait. Nous courûmes jusqu'à ce que l'herbe s'éclaircisse et laisse place à un champ labouré, la terre molle et inégale sous nos pieds. Je trébuchai 2 fois et me rattrapai avec les mains, me raclant les paumes contre des rochers et des nuages secs de terre. Ale pleurait maintenant, des sanglots bruyants et incontrôlables qu'elle ne pouvait réprimer. Et je lui saisis le poignet et la tirai avec moi, car nous ne pouvions pas nous arrêter encore. Au loin, je pouvais voir une ferme avec un toit rouge et une girouette en forme de coq. Et je pointai du doigt vers elle et dis à Ale de continuer. Mon corps entier tremblait. Pas seulement mes mains, mais mes jambes et ma mâchoire, et quelque chose de profond dans ma poitrine qui ne cessait de trembler, peu importe à quel point j'essayais de le contrôler. Nous traversâmes ce qui semblait être des kilomètres de champs ouverts, exposés et vulnérables sous ce ciel bleu brillant, avant d'atteindre enfin la ferme. Et je commençai à frapper à la porte avec les 2 poings. Une femme d'une 60aine d'années l'ouvrit, une fleur sur son tablier et de la confusion sur le visage. Et j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé, mais les mots sortirent de manière confuse et désespérée. Et je pus voir qu'elle ne comprenait pas. Elle s'appelait Loretta Grimm, et elle nous fit asseoir à sa table de cuisine et nous donna des verres d'eau pendant qu'elle appelait nos grands-parents. Ale ne pouvait pas arrêter de pleurer, son corps entier secoué de sanglots qui semblaient venir de quelque part au plus profond d'elle. Et je lui tins la main à travers la table pendant que j'essayais de répondre aux questions de Loretta. Je lui parlais de l'homme dans le camion vert, du mensonge qu'il nous avait raconté sur les coyotes, du virage sur le chemin de traverse et de la grange avec le nouveau cadenas. Le visage de Loretta devint pâle alors que je parlais, et elle prit à nouveau le téléphone pour appeler le bureau du shérif dans la ville voisine. Mon grand-père arriva 20 minutes plus tard, son visage masqué par une peur et une fureur que je n'avais jamais vues auparavant, et il nous serra toutes les 2 dans ses bras si fort que je pouvais à peine respirer. Le député du shérif arriva 1 heure après, un jeune homme avec un calepin qui nota tout ce que je dis et hocha la tête sérieusement, mais ne semblait pas particulièrement alarmé. Il nous dit que la description correspondait à plusieurs camions dans le comté et qu'en l'absence de numéro de plaque d'immatriculation, il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire. Ma grand-mère ne cessait de dire que nous n'aurions jamais dû marcher seuls, que c'était de sa faute de nous avoir envoyés, et la culpabilité dans sa voix me fit me sentir pire que tout ce qui s'était passé ce jour-là. Les semaines suivantes furent étranges et inconfortables de manière que je n'avais pas anticipé. La nouvelle se répandit rapidement à Ridgefield, comme c'est le cas dans les petites villes, mais la réaction ne fut pas celle à laquelle je m'attendais. Certaines personnes nous crurent complètement et nous félicitèrent d'avoir été assez intelligentes pour fuir. Mais d'autres, y compris des gens que je connaissais depuis toujours, suggérèrent que nous avions mal interprété la situation.
Peut-être que cet homme essayait vraiment juste d'aider, disait-il. Peut-être que nous avions paniqué sans raison et fait passer un fermier gentil pour un criminel. Un vieil homme au magasin général dit à mon grand-père que les enfants de la ville étaient toujours trop méfiants, trop dramatiques, et que nous avions probablement terrifié un bon samaritain à moitié mort en sautant de son camion comme ça. Le doute fit presque aussi mal que le souvenir de ce jour-là. Et Allais et moi arrêtâmes de parler de ce qui s'était passé, car il semblait que personne ne voulait l'entendre. Nous terminâmes l'été chez nos grands-parents, mais nous ne marchâmes plus jamais seuls jusqu'au magasin. Et nous n'explorâmes plus jamais la propriété des Génignes, et nous dormîmes dans le même lit chaque nuit, car aucune de nous ne supportait d'être seule dans le noir. 6 semaines après ce jeudi matin, ma mère appela avec une nouvelle qui fit trembler sa voix à travers la ligne téléphonique. Un homme avait été arrêté dans le comté de Carroll, à environ 130 km au sud de Ridgefield, après avoir tenté de forcer un garçon de 9 ans à monter dans son véhicule devant une station-service. Le père du garçon était à l'intérieur en train de payer et sortit juste à temps pour voir ce qui se passait, et il maintint l'homme au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Le véhicule était un camion pick-up vert foncé avec un pare-choc avant cabossé. Quand les enquêteurs fouillèrent la propriété où vivait l'homme, un mobile-home loué en bordure d'une ancienne communauté agricole, ils trouvèrent des choses que ma mère refusa de me décrire, peu importe le nombre de fois où je le lui demandais. Elle dit seulement que l'homme avait déjà fait cela auparavant dans d'autres comtés et d'autres États, et que certains de ses enfants n'avaient jamais été retrouvés. Je m'assis sur le bord de mon lit dans ma chambre d'enfance, le téléphone pressé contre mon oreille, et je pensais à cette grange avec le cadenas neuf et brillant et les traces de pneus fraîches dans la boue. Je pensais à quel point nous avions été proches de faire partie d'une histoire qui se serait terminée très différemment. Une histoire qui aurait pu se terminer avec nos photographies sur des affiches de personnes disparues agrafées au poteau téléphonique à travers le Montana. Allais et moi sommes maintenant adultes, toutes les deux avec nos propres familles, et nous n'avons parlé de ce jour-là qu'une poignée de fois depuis, mais j'y pense plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Habituellement quand je vois ma propre fille rentrer de l'école à pied ou faire du vélo dans le quartier. Je lui ai appris tôt à se méfier des inconnus, des voitures et des mensonges que les gens dangereux racontent, et je me suis assuré qu'elle comprenne que la politesse n'est jamais plus importante que la survie. Elle sait que si quelque chose ne semble pas normal, elle doit d'abord fuir et expliquer ensuite. Et elle sait que je la croirai toujours, peu importe ce que les autres diront. L'homme qui conduisait ce camion vert purge maintenant plusieurs peines de prison à perpétuité, enfermé dans un endroit où il ne peut plus faire de mal à personne. Mais parfois, tard le soir, quand le sommeil ne vient pas, je revois encore son visage à travers cette vitre baissée. Je revois encore ses dents jaunes étirées dans ce large sourire contre nature. Et j'entends encore sa voix amicale demander si nous étions les petites filles Whittaker en route pour le magasin. Et je me demande combien d'autres enfants ont entendu cette même voix, vu ce même sourire, et n'ont pas eu la chance ou la rapidité de s'enfuir dans les hautes herbes avant qu'il ne soit trop tard. Mon cousin m'avait obtenu un emploi dans une installation de stockage de grains près du comté de Harlow, à environ 40 minutes de la ville la plus proche avec un feu tricolore. Il travaillait pour l'entreprise agricole qui possédait les lieux et avait dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour couvrir les quarts de nuit pendant quelques semaines, le temps que leur employé régulier se remette d'une opération du dos. Un travail simple, avait-il promis, faire le tour du périmètre 2 fois par nuit, noter les camions de livraison qui passaient, vérifier les jauges de température des bacs de stockage et s'assurer que personne ne rôdait sur la propriété. Le salaire était décent pour ce qui revenait à passer la nuit assis dans un bureau mobile à lire. J'avais tout juste terminé ma certification d'enseignement et j'attendais que le district scolaire finalise mon contrat pour le semestre d'automne, donc le timing était parfait. Ma petite amie pensait que j'étais fou d'accepter un travail au milieu de nulle part, mais nous avions besoin d'argent, et 6 semaines de quart de nuit semblaient être de l'argent facile. L'installation elle-même se trouvait sur environ 6 hectares de terrain plat, entouré de champs de maïs sur 3 côtés et d'une route de comté sur le 4e. Il y avait 6 immenses silos à grains, un long entrepôt métallique pour le stockage du matériel et 3 bacs de stockage plus petits utilisés pour le surplus pendant la saison des récoltes. Le bureau mobile où je passais la plupart de mon temps était positionné près de la porte d'entrée, assez près de la route pour que je puisse voir les phares arriver à 1 kilomètre de distance. Mes 3 premiers quarts furent exactement comme mon cousin les avait décrits, ennuyeux de la meilleure manière possible. J'ai fait mes rondes à minuit et à nouveau à 4 heures du matin. J'ai noté un grand nombre de « rien » dans le registre et j'ai passé le reste de mon temps à corriger des tests pratiques que j'avais créés pour le cours que j'allais enseigner en septembre. Ma seule compagnie était les caméras de sécurité, 8 au total, transmettant des images granuleuses en noir et blanc à un moniteur qui semblait sortir des années 90.
Les sons de la nuit là-bas prenaient un peu de temps pour s'y habituer. Le grain qui se déposait dans les silos produisait des grognements profonds, et le vent qui traversait les champs faisait trembler le revêtement métallique de l'entrepôt avec une force féroce. C'était lors de mon 4e quart que j'ai remarqué la première chose qui semblait anormale. Pendant ma ronde de minuit, je suis passé devant le bac de stockage 2, l'une des plus petites unités utilisées pour l'équipement et les pièces de rechange, et j'ai vu des traces de pneus fraîches dans le gravier menant à la porte roulante. Or, cette porte était censée rester verrouillée, et selon l'emploi du temps que mon cousin m'avait donné, aucune livraison n'était prévue avant le mardi suivant. J'ai vérifié la serrure et elle était sécurisée. Alors, j'ai supposé que peut-être quelqu'un de l'équipe de jour avait garé son véhicule là plus tôt et que je n'avais tout simplement pas remarqué les traces auparavant. J'ai noté cela dans le registre comme je devais le faire et j'ai terminé ma ronde sans y penser davantage. Mais quand je suis revenu vers 4 heures du matin, j'ai remarqué autre chose. Il y avait une tache sombre sur la dalle de béton juste à l'extérieur de la porte du bac, peut-être de 60 cm de large, comme si quelqu'un avait renversé quelque chose et avait essayé de l'essuyer. Les bords étaient encore humides. Je me suis accroupi et j'ai touché la tache, et mes doigts sont remontés avec une couleur rosâtre pâle. Elle semblait diluée, comme si ce qu'elle était avait été arrosé, mais pas complètement nettoyé. Je suis resté là un moment à essayer de trouver une explication qui ait du sens. Peut-être qu'un des travailleurs de jour s'était coupé et avait nettoyé. Peut-être que quelqu'un avait heurté un cerf sur la route et s'était garé pour vérifier son véhicule. J'ai presque réussi à me convaincre que ce n'était rien, mais quelque chose continuait à me tracasser. Pourquoi quelqu'un laverait-il une tache dans une installation de grains au milieu de la nuit? J'ai pris quelques photos avec mon téléphone, au cas où, et je suis retourné à la remorque. J'ai pensé à appeler mon cousin, mais il était presque 5 heures du matin et je ne voulais pas le réveiller pour ce qui était probablement rien. Le reste de ce quart, j'ai continué à regarder ces photos, zoomant comme si j'allais trouver une réponse cachée dans les pixels. Quand le superviseur de jour est arrivé à 6 heures pour me relayer, j'ai mentionné les traces de pneus et la tache. C'était un type plus âgé nommé Dwight, qui travaillait là depuis 15 ans, et il a simplement haussé les épaules en disant que c'était probablement du liquide hydraulique d'un des tracteurs. Il ne semblait pas du tout préoccupé, alors j'ai laissé tomber. Mais j'ai gardé ces photos quand même. 2 nuits plus tard, j'ai trouvé les outils. Je faisais ma ronde de 4 heures du matin, marchant le long du côté arrière de l'entrepôt où les caméras de sécurité ne couvraient pas. Il y avait une zone morte là-bas, peut-être 18 mètres d'espace entre le bâtiment et la clôture que personne n'avait pris la peine de couvrir. J'ai presque trébuché sur un sac en toile posé dans les mauvaises herbes près du fossé de drainage. Il était lourd, et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une paire de coupe-boulons, un pied de biche, un rouleau de ruban adhésif et une boîte de gants en latex. Aucun de ces objets n'appartenait à l'installation. Je connaissais chaque pièce d'équipement dans cet entrepôt parce que je l'avais parcouru pendant ma formation. Et ce matériel ne figurait sur aucune liste d'inventaire. Les coupe-boulons avaient encore des étiquettes de prix d'un magasin de quincaillerie que je ne reconnaissais pas. Je suis resté là, tenant ce sac, mon cœur battant à tout rompre, essayant de comprendre ce que je regardais. Une partie de moi voulait croire que c'était juste des trucs aléatoires qui avaient été soufflés ou jetés par des gamins qui traînaient. Mais les coupe-boulons et le ruban adhésif ne se retrouvent pas ensemble par accident. J'ai remis tout exactement comme je l'avais trouvé. J'ai marqué l'endroit dans ma tête et je suis retourné à la remorque aussi vite que possible sans courir. J'ai appelé mon cousin ce matin-là après la fin de mon quart. Je lui ai tout raconté, les traces de pneus, la tache, le sac d'outils. Il est resté silencieux pendant longtemps, ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Finalement, il m'a dit de garder la tête basse et de ne mentionner aucune de ces choses à Dwight ou à quiconque à l'installation. Il a dit qu'il ferait quelques appels et découvrirait ce qui se passait, mais en attendant, je devais juste faire mon travail et rester dans la remorque autant que possible. Ce conseil ne m'a pas semblé juste. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'il se passait, et il a simplement dit que certaines des bacs de stockage étaient louées à des tiers, et qu'il ne savait pas toujours à quoi ils servaient. La manière dont il l'a dit m'a donné l'impression qu'il en savait plus qu'il ne le disait. J'ai à peine dormi ce jour-là. Je suis resté allongé dans mon appartement à fixer le plafond, passant en revue chaque scénario possible. Stockage de drogue, peut-être des marchandises volées. J'ai même pensé au trafic d'êtres humains. Mais cela semblait trop extrême, trop proche de quelque chose qu'on voit dans un documentaire. Au moment où j'ai conduit jusqu'à l'installation ce soir-là pour mon prochain quart, je m'étais presque convaincu de démissionner.
Mais j'avais besoin de cet argent et je continuais à me dire que j'exagérais probablement une série de coïncidences. Cette nuit-là a tout changé. Je suis arrivé à l'installation vers 21h, comme d'habitude, et Dwight m'a remis les clés sans grande conversation. Il semblait fatigué, distrait, et il est parti plus vite que d'habitude. Je me suis installé dans la remorque, j'ai fait du café et j'ai commencé à parcourir mes plans de cours. Vers 23h, j'ai remarqué des phares sur le moniteur de sécurité. Un camion arrivant par la route d'accès à l'arrière de la propriété, pas par la route principale du comté d'où venaient habituellement les livraisons. Cette route était censée être fermée et verrouillée, utilisée uniquement pendant la saison des récoltes lorsqu'ils avaient besoin d'un accès supplémentaire pour les gros équipements. J'ai regardé le camion se garer derrière le bac de stockage 2, le même bac où j'avais trouvé les traces de pneus. Il est resté là environ 10 minutes, les phares éteints, puis il est reparti de la même manière qu'il était venu. Personne n'est descendu que j'ai pu voir. Personne n'a approché la remorque ou ne s'est enregistré auprès de moi. Selon tous les protocoles qu'on m'avait donnés, tout véhicule sur la propriété la nuit était censé se signaler auprès du veilleur de nuit. C'était littéralement tout mon travail. J'ai noté lors une description du camion, un pick-up blanc de taille normale, pas de plaque visible depuis l'angle de la caméra. Et je suis resté là à me demander si je devais aller vérifier le bac ou faire semblant de n'avoir rien vu. J'ai attendu environ 1 heure avant de me décider à sortir. La nuit était chaude et calme, pas de vent pour une fois, et le silence semblait plus lourd que d'habitude. J'ai pris ma lampe torche et j'ai fait le tour par le long chemin, restant près des silos où je pouvais me cacher si nécessaire. Quand je suis arrivé au bac de stockage 2, j'ai remarqué que le cadenas était différent. L'ancien était en laiton, usé et éraflé par des années d'utilisation. Celui-ci était en argent, tout neuf, avec un revêtement en caoutchouc noir autour de l'arceau. Quelqu'un avait changé le cadenas. J'ai collé mon oreille contre la porte roulante. Je sais que cela semble stupide, comme quelque chose dans un film, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Et je n'ai d'abord rien entendu, juste le métal qui cliquetait en refroidissant après la chaleur de la journée. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait se raidir tout mon corps. Des voix. Étouffées, impossible à distinguer les mots, mais clairement des voix humaines venant de l'intérieur du bac. Et puis un son que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Un cri court et aigu coupé presque immédiatement, comme si quelqu'un avait été blessé puis réduit au silence. J'ai reculé de cette porte si vite que j'ai failli tomber sur mes propres pieds. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de traiter ce que je venais d'entendre, essayant de me convaincre que c'était autre chose. Un animal, une radio, n'importe quoi sauf ce que cela semblait être. J'ai atteint la remorque en ce qui m'a semblé être des secondes, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis resté là à fixer les moniteurs de sécurité avec mon téléphone à la main. J'aurais dû appeler la police à ce moment-là. Je le sais maintenant, mais je continuais à penser à ce que mon cousin avait dit, à garder la tête basse, à la manière dont certains bacs étaient loués à des tiers. Et si j'avais tort? Et si j'appelais les flics et que cela se révélait être rien? Et que je perde mon travail et que mon cousin perde le sien et que je passe pour un paranoïaque idiot? Je suis resté là pendant 20 minutes, peut-être plus, à discuter avec moi-même, puis j'ai vu un mouvement sur le moniteur. Quelqu'un marchait vers la remorque. Un homme grand, vêtu de vêtements sombres, venant de la direction du bac de stockage 2. Il ne se précipitez pas, n'essayez pas de se cacher. Il marchait comme quelqu'un qui appartenait à cet endroit, comme quelqu'un qui avait tout à fait le droit d'être sur cette propriété en pleine nuit. Je l'ai regardé s'approcher de plus en plus jusqu'à ce qu'il sorte du cadre de la caméra. Puis j'ai entendu des pas sur le gravier à l'extérieur de la porte de la remorque. Il a frappé 3 fois, lentement et délibérément. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Je respirais à peine. À travers la petite fenêtre à côté de la porte, je pouvais voir la silhouette de sa forme, debout là à attendre. Puis il a parlé, et sa voix était calme, presque amicale. Il a dit qu'il savait que j'étais là et que nous devions avoir une conversation sur ce que j'avais vu au cours des dernières nuits. Il l'a dit d'une manière qui rendait clair qu'il savait déjà tout, les photos que j'avais prises, le sac d'outils que j'avais trouvé, le fait que j'avais posé des questions. Il a dit que j'avais l'air d'être un gars intelligent, et que les gars intelligents comprenaient quand il valait mieux fermer les yeux. Il a dit que certaines personnes gagnaient bien leur vie simplement en ne voyant pas les choses, et que cela pouvait être moi si je le voulais. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais fait de menaces explicites. Il n'en avait pas besoin. L'implication était suffisamment claire. Je suis resté là dans le noir,
mon téléphone toujours à la main, et je n'ai pas dit un seul mot. Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a frappé une fois de plus. Une seule fois. Puis les pas se sont éloignés. J'ai regardé sur le moniteur alors qu'il retournait vers le bac de stockage, montait dans un SUV sombre que je n'avais pas remarqué auparavant et partait en utilisant cette route d'accès arrière. Je n'ai pas terminé ce quart. Dès que ses feux arrière ont disparu de la caméra, j'ai attrapé mes clés et je suis sorti directement vers ma voiture. Je n'ai pas pointé, je n'ai pas laissé de notes, je n'ai appelé personne. J'ai juste conduit. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations me faisaient mal. Et je n'ai pas arrêté de vérifier le rétroviseur pendant les 40 minutes de trajet retour vers la ville. J'ai appelé mon cousin le lendemain matin et je lui ai dit que j'avais terminé, que je ne retournerais plus jamais dans cette installation. Il n'a pas discuté. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit qu'il comprenait et qu'il s'en occuperait avec l'entreprise. Une semaine plus tard, j'ai vu aux informations locales qu'il y avait eu un incendie dans une installation de stockage agricole dans le comté de Harlow. Court-circuit électrique, ont-ils dit. Le bac de stockage 2 était complètement détruit. Aucune blessure signalée. Aucune enquête ouverte. L'installation a fermé pour réparation et n'a jamais rouvert. Mon cousin a arrêté de répondre à mes appels après cela. Nous ne nous sommes pas parlé depuis presque 2 ans maintenant. Et quand je le vois lors de rassemblements familiaux, il agit comme si rien ne s'était jamais passé. Comme si ces 6 semaines avaient simplement été effacées de nos mémoires à tous les deux. Je n'ai jamais découvert ce qui se passait vraiment dans ce bac de stockage. Je n'ai jamais découvert qui était cet homme ou ce qui est arrivé à la personne qui a fait ce son que j'ai entendu à travers la porte. Certaines nuits, j'y pense encore. Allongé éveillé à 3 heures du matin, repassant tout ce que j'aurais dû faire différemment. J'aurais dû appeler la police cette première nuit où j'ai trouvé la tâche. J'aurais dû faire confiance à mon instinct au lieu d'écouter mon cousin. J'aurais dû faire quelque chose au lieu de simplement m'enfuir. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je dois vivre avec cela. Le poste d'enseignement s'est concrétisé quelques semaines après que tout soit arrivé, et je me suis plongé dans le travail, j'ai essayé de tourner la page, j'ai essayé de me convaincre que ce qui se passait dans cette installation n'était plus mon problème. Mais de temps en temps, je conduis la nuit et je passe devant un bâtiment industriel assis seul dans le noir, lumières éteintes, rien ne bouge. Et je sens cette torsion froide dans ma poitrine. Parce que je sais maintenant qu'il y a des endroits comme ça partout, des endroits où des choses se passent dont personne ne parle. Et il y a des gens dont le travail est de s'assurer que personne ne découvre jamais. Le Kansas rural a une manière de vous faire sentir à la fois libre et complètement exposé. Quand mon père est décédé en 2017, il m'a laissé 19 hectares de terres agricoles qui appartenaient à ma famille depuis que mon arrière-grand-père les avait achetés pour une bouchée de pain pendant la dépression. Ma femme Sheila et moi vivions dans un appartement exigu à Denver depuis 6 ans. Et avec nos filles jumelles sur le point de commencer la maternelle, le moment semblait opportun. Nous avons emménagé ce septembre-là, juste avant ma réunion de lycée, ce qui m'a fait réaliser combien de temps avait filé depuis que j'avais quitté cette petite ville en rêvant de la vie urbaine. La propriété se trouvait au bout d'une longue route de terre, à près d'1,5 km de la route de comté, entourée de rien d'autre que des champs de blé et quelques chênes dispersés qui étaient là depuis plus longtemps que quiconque ne pouvait s'en souvenir. Le locataire précédent, un certain Jerry Mullins, qui avait aidé mon père à entretenir l'endroit après son AVC, était parti 3 mois avant notre arrivée. La maison avait besoin de travaux, mais elle était à nous, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Les ennuis ont commencé fin octobre, peut-être 6 semaines après notre installation. Nous avions eu affaire aux désagréments ruraux habituels, des chasseurs traversant les hectares arrière sans permission, des adolescents utilisant la vieille grange pour des fêtes de week-end, ce genre de choses. Sheila avait trouvé des canettes de bière et des mégots de cigarettes près de l'ancien silo à grains un matin, et cela avait été la goutte d'eau pour elle. Elle voulait une porte, quelque chose de solide avec un bon cadenas pour empêcher les gens de conduire sur notre terre quand bon leur semblait. J'ai accepté, surtout pour la rassurer, et j'ai passé un samedi entier à installer une lourde porte en acier à l'entrée où notre route de terre rejoignait la route de comté. J'ai acheté un cadenas épais au magasin de quincaillerie en ville, l'un de ces modèles en acier trempé qui coûtait près de $40. Nous avions chacun une clé, et j'en ai caché une de rechange dans un poteau de clôture creux à proximité, au cas où. Cette première nuit avec la porte verrouillée, je me souviens que Sheila m'a serré la main pendant le dîner en disant qu'elle se sentait enfin en sécurité ici. Je l'ai cru quand elle l'a dit,
et je l'ai cru moi-même. 3 jours plus tard, je me suis réveillé vers 5 heures du matin pour laisser sortir le chien et j'ai remarqué que la porte était grande ouverte, pas cassée, pas forcée, juste ouverte, oscillant doucement dans le vent de novembre comme si quelqu'un l'avait déverrouillée négligemment et avait oublié de la refermer derrière lui. J'ai parcouru toute la longueur de cette route de terre en peignoir et bottes, une lampe torche à la main, cherchant tout signe de ce qui s'était passé. Rien. Pas de déchets, pas d'empreintes de pas que j'ai pu distinguer dans le noir. Aucune indication qu'une personne avait même été là. Je me suis dit que j'avais dû oublier de bien la verrouiller, même si je pouvais me voir cliquer le cadenas et tirer 2 fois pour m'assurer qu'il était bien fermé. Sheila m'a lancé un regard quand je suis rentré. Le genre de regard qui disait qu'elle comptait sur moi pour les garder en sécurité ici. Je lui ai promis que cela ne se reproduirait pas, et je le pensais. Ce soir-là, j'ai vérifié le cadenas à 3 reprises avant de rentrer dîner, mais cela s'est reproduit. Le lundi matin suivant, c'est Sheila qui l'a trouvé. La porte grande ouverte, le cadenas pendant mollement sur la chaîne comme s'il avait été posé là par quelqu'un qui avait tout son temps. Cette fois, j'ai remarqué quelque chose qui m'a serré la poitrine. Des traces de pneus fraîches dans la terre. Des sillons profonds laissés par un véhicule lourd qui avait roulé sur notre route à un moment donné pendant la nuit. J'ai suivi ces traces jusqu'à mi-chemin de la maison avant qu'elles ne tournent vers la vieille grange et ne disparaissent dans le sol plus dur près de l'abri à équipement. J'ai fouillé cette grange de fond en comble, vérifié chaque stalle, grimpé dans le grenier où la poussière était épaisse dans la lumière du matin. Rien ne manquait. Rien n'avait été dérangé, mais quelqu'un avait définitivement été sur notre propriété. Quelqu'un avec une clé. J'ai appelé le shérif cet après-midi-là et le député Nolan est venu prendre un rapport, mais il semblait presque ennuyé par toute l'affaire. Probablement juste des gamins, a-t-il dit. Probablement quelqu'un qui vous embête. J'aurais voulu le croire, mais ces traces de pneus racontaient une histoire différente. J'ai remplacé le cadenas la même semaine, j'ai conduit 50 km jusqu'à un autre magasin de quincaillerie parce que je ne voulais pas acheter au même endroit, pensant que peut-être, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait fait faire une copie. Ce nouveau cadenas était encore plus lourd, d'une marque différente avec des clés ayant un motif unique découpé. J'ai jeté l'ancien cadenas entièrement et je me suis assuré que seul Sheila et moi avions des copies cette fois. Pas de clé de rechange cachée dans le poteau de clôture, rien. Pendant environ 10 jours, tout a semblé normal. La porte est restée verrouillée, la route est restée vide, et j'ai commencé à me convaincre que le député Nolan avait raison après tout. Peut-être que c'était vraiment juste des gamins faisant une farce. Et une fois qu'ils ont réalisé que nous étions sérieux en matière de sécurité, ils sont passés à des cibles plus faciles. Sheila a arrêté de vérifier les fenêtres chaque nuit avant de se coucher. Les filles ont recommencé à jouer dehors sans que l'un de nous ne rôde à proximité. J'ai baissé ma garde et c'est exactement à ce moment-là que les choses ont empiré. C'était un samedi matin à la mi-novembre quand je suis sorti vérifier la porte et que j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter net au milieu de la route. La porte était verrouillée, complètement sécurisée, la chaîne bien enroulée, le cadenas cliqué comme je l'avais laissé. Mais ce n'était pas mon cadenas. Celui qui pendait là était argenté au lieu de noir. Une marque complètement différente avec une serrure dans laquelle mes clés n'auraient jamais pu entrer. Quelqu'un était venu sur notre propriété pendant la nuit, avait enlevé mon cadenas entièrement et l'avait remplacé par le sien. Je suis resté là longtemps à fixer cela, essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas une farce. Ce n'était pas des adolescents cherchant un endroit pour boire de la bière. Celui qui faisait cela voulait que je sache qu'il pouvait venir et partir quand bon lui semblait, qu'aucun cadenas que j'achèterais ne pourrait le tenir à l'écart. Il envoyait un message, et le message était clair, cette propriété lui appartenait autant qu'à moi. J'ai coupé ce cadenas avec des coupe-boulons et j'en ai acheté un 3e cet après-midi-là, mais mes mains tremblaient pendant tout le trajet du retour. Sheila voulait déménager. Elle l'a dit clairement ce soir-là pendant le dîner. Les filles déjà au lit, sa voix basse et contrôlée d'une manière qui m'a fait plus peur que des cris l'auraient fait. Elle a dit qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Que celui qui faisait cela en savait trop sur nos routines, sur nos heures de sommeil, sur la manière d'entrer sans laisser de traces. J'ai essayé de la calmer, lui ai dit que nous trouverions une solution, mais la vérité était que je n'avais pas de réponse. J'ai rappelé le député Nolan le lendemain matin, et il est venu voir le nouveau cadenas que j'avais coupé, le retournant dans ses mains comme s'il s'agissait d'une curiosité plutôt que d'une preuve. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose sans surprendre quelqu'un sur le fait. Aucun crime n'avait techniquement été commis, aucun vol, aucun dommage à la propriété en dehors des cadenas eux-mêmes.
Il a suggéré que nous installions des caméras, peut-être des lumières à détection de mouvement, quelque chose pour décourager celui qui faisait cela. Cela ressemblait à une invitation à résoudre mon propre problème, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Ce soir-là, j'ai commandé 2 caméras de chasse en ligne, celles que les chasseurs utilisent pour photographier les cerfs, et j'ai payé un supplément pour une livraison en une nuit. Les caméras sont arrivées un mercredi, et j'ai passé la majeure partie de cet après-midi à les monter. L'une pointait directement vers la porte, cachée dans une nichoire en bois que j'ai clouée à un arbre à environ 6 mètres en arrière, et une autre visait la route de terre depuis le coin de notre porche avant. Elles étaient activées par le mouvement, conçues pour capturer des images claires, même dans une obscurité totale grâce à l'infrarouge. Je les ai testées une douzaine de fois, marchant devant chacune jusqu'à ce que je sois satisfait de leur bon fonctionnement. Sheila m'a observé depuis la fenêtre de la cuisine tout ce temps. Et quand je suis rentré, elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Nous savions tous les deux que ce que ces caméras capteraient pourrait tout changer. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, vérifiant mon téléphone chaque heure pour voir si les alertes de mouvement s'étaient déclenchées. Rien ne s'est passé. La nuit suivante a été la même, calme. Pourtant, la porte était bien verrouillée chaque matin quand je sortais vérifier. Vendredi, j'ai commencé à me demander si peut-être les caméras elles-mêmes avaient fait fuir celui ou ceux qui nous embêtaient. Si le simple fait de savoir qu'ils étaient observés avait suffi à les faire arrêter. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas espérer quelque chose d'aussi simple. Samedi matin, je me suis réveillé avec 3 alertes de mouvement sur mon téléphone, toutes horodatées entre 2 et 3 heures du matin. Ma bouche est devenue sèche avant même que j'ouvre l'application. La première image montrait des phares approchant de la porte depuis la route de Comté. Juste 2 cercles lumineux flottant dans l'obscurité. La deuxième image était plus claire, un camion pick-up, de couleur foncée, peut-être bleu ou vert, garé juste devant la porte, moteur encore en marche. Je pouvais voir la fumée s'élever dans l'air froid, capturée par le flash infrarouge. La troisième image est celle qui m'a fait m'asseoir sur le bord du lit et y rester longtemps. Un homme se tenait à la porte. Dos à la caméra, portant une veste de travail épaisse et une casquette de baseball tirée bas. Il n'était pas en train de couper le cadenas. Il ne forçait rien. Il avait une clé à la main et déverrouillait ma porte de la même manière que je le faisais chaque jour, avec la facilité de quelqu'un qui l'avait fait 100 fois auparavant. La caméra l'a capturé en mouvement, le bras tendu, le cadenas déjà ouvert dans son autre main. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air d'être à sa place. J'ai montré les photos à Sheila et j'ai vu son visage pâlir. Elle m'a demandé si je reconnaissais le camion et je lui ai dit que non. Mais quelque chose chez lui m'intriguait. Sa forme, la manière dont la ridelle arrière était légèrement tordue, comme si elle avait été pliée dans un accident des années auparavant. J'ai passé l'heure suivante à examiner chaque image que les caméras avaient capturée, image par image, cherchant tout ce qui pourrait aider à identifier cette personne. La caméra près de la maison s'était aussi déclenchée, montrant le même camion roulant lentement sur notre route. Phares éteints maintenant, se déplaçant comme une ombre à travers l'obscurité vers la grange. Il y avait 6 images au total du véhicule garé derrière l'abri à équipement, restant là pendant presque 40 minutes avant de faire demi-tour et de repartir de la même manière qu'il était venu. 40 minutes. Cette personne avait été sur notre propriété pendant 40 minutes alors que ma femme et mes filles dormaient dans leur lit, alors que j'étais allongé à rêver à moins de 200 mètres de là. J'ai rappelé le député Nolan et cette fois, il a semblé intéressé. Il m'a demandé de lui envoyer les photos par email. A dit qu'il ferait passer le camion dans des bases de données, verrait si quelque chose ressortait. Mais j'en avais assez d'attendre que le shérif résolve cela. J'avais besoin de découvrir qui était cette personne moi-même. Le lendemain matin, je suis allé en ville et je me suis arrêté au dîner où la plupart des anciens se rassemblaient pour le petit déjeuner. Je me suis dit que si quelqu'un connaissait un camion pick-up foncé avec une ridelle tordue, ce serait quelqu'un qui avait vécu dans ce comté toute sa vie. Je me suis assis au comptoir et j'ai commandé un café, puis j'ai commencé à poser des questions aussi discrètement que possible. J'ai mentionné que je cherchais quelqu'un qui pourrait faire du travail sur ma propriété, quelqu'un qui connaissait bien la région. Une femme nommée Betty, qui travaillait à la caisse, m'a entendu et m'a demandé de quelle propriété je parlais. Quand je le lui ai dit, elle est restée silencieuse une seconde avant de dire que je devrais parler à Jerry Mullins. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Jerry Mullins, le même homme qui avait travaillé pour mon père, qui avait vécu sur notre propriété comme gardien pendant presque 3 ans avant que nous emménagions. Betty a dit que Jerry avait un vieux pick-up Ford vert foncé, modèle ancien,
avec une ridelle tordue depuis qu'il avait reculé dans un poteau de clôture des années auparavant. Elle a dit qu'il vivait toujours à environ 25 km au nord, dans une caravane près du ruisseau, et qu'il avait des problèmes d'argent depuis que mon père l'avait licencié. Je ne l'ai pas corrigé. Mon père n'avait jamais licencié Jerry. Jerry avait simplement arrêté de se présenter après que mon père était devenu trop malade pour gérer la propriété. Je l'ai remercié, j'ai laissé un billet de 10 $ sur le comptoir et je suis allé directement à l'adresse qu'elle m'avait donnée. J'ai trouvé Jerry Mullins assis sur une chaise en plastique devant sa caravane, fumant une cigarette et regardant la route comme s'il attendait quelqu'un. Le camion était garé juste là, à côté de lui. Vert foncé, ridelle tordue, le même véhicule que sur les images de ma caméra. Il ne semblait pas surpris de me voir. Il ne s'est même pas levé quand je suis sorti de ma voiture et que je me suis dirigé vers lui. Je lui ai demandé directement s'il était venu sur ma propriété la nuit et il a simplement tiré une longue bouffée de sa cigarette avant de hocher lentement la tête, comme si je lui avais demandé la météo. Il a dit qu'il avait encore des clés. Il a dit que mon père lui en avait donné des copies des années auparavant, à l'époque où il était digne de confiance pour venir et partir à sa guise, et qu'il n'avait jamais vu de raison de les rendre. Quand je lui ai demandé pourquoi, ce qu'il faisait là-bas au milieu de la nuit, il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la honte ou de la défiance. Je ne peux toujours pas dire lequel. Il a dit qu'il stockait des choses dans la grange, de l'équipement, des outils, quelques meubles qu'il ne pouvait pas faire entrer dans sa caravane. Il a dit qu'il pensait que personne n'utilisait l'espace de toute façon, et qu'il ne pensait pas que cela poserait problème. 3 ans de maladie de mon père, puis sa mort, et Jerry avait continué à venir et à partir, comme si la propriété était toujours de sa responsabilité, comme si rien n'avait changé. J'aurais voulu être en colère. Une partie de moi voulait le saisir par sa veste et lui demander quel droit il avait. Qu'est-ce qui lui faisait penser qu'il pouvait terroriser ma famille ainsi? Faire peur à ma femme au point qu'elle n'ose plus dormir dans sa propre maison. Mais en le voyant assis là sur cette chaise en plastique, ses vêtements usés, sa caravane rouillant sur les bords, je me suis surtout senti fatigué. Je lui ai dit de me donner les clés. Toutes. Chaque copie qu'il avait jamais faite. Il est entré sans un mot et est revenu avec un petit anneau métallique portant 4 clés différentes. Chacune étiquetée avec un ruban adhésif décoloré portant l'écriture de mon père. Porte d'entrée, porte de la grange, abri à équipement, entrée arrière. Il me les a tendues et je suis resté là à les tenir, sentant le poids de toutes ces années où mon père avait fait confiance à cet homme. J'ai demandé à Jerry s'il comprenait qu'il ne pouvait plus revenir, que c'était terminé maintenant. Il a hoché la tête et a écrasé sa cigarette sur la coudoir de sa chaise. Il a dit qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu faire peur à qui que ce soit, qu'il venait toujours tard dans la nuit précisément pour ne pas nous déranger. Comme si cela rendait les choses meilleures. Comme si l'intention derrière la peur effaçait d'une manière ou d'une autre la peur elle-même. Je suis rentré chez moi et j'ai tout raconté à Sheila. Nous avons fouillé la grange ensemble cet après-midi-là et trouvé exactement ce que Jerry avait décrit, des caisses d'outils anciens, un générateur cassé, quelques meubles endommagés par l'eau empilés dans un coin du grenier. Rien de sinistre, rien de dangereux, juste les tristes vestiges d'un homme qui ne pouvait pas lâcher un endroit qui n'était plus le sien. J'ai changé toutes les serrures de la propriété ce week-end, installé de nouveaux verrous et ajouté 2 caméras supplémentaires, juste pour être sûr. Le député Nolan a classé l'affaire sans porter plainte après que je lui ai dit que je ne voulais pas insister. Jerry était plus pathétique que criminel, et le traîner devant les tribunaux ne ramènerait pas les semaines de peur que nous avions déjà vécues. Sheila vérifie toujours la porte chaque matin avant que je me réveille. Parfois, je la surprends debout à la fenêtre tard le soir, regardant la route, attendant des phares que je prie pour qu'ils ne reviennent jamais. Nous parlons de vendre l'endroit, de recommencer ailleurs, mais cette terre appartient à ma famille depuis près d'un siècle, et je ne suis pas prêt à laisser un homme tourmenté me la prendre. Les serrures sont changées, les caméras surveillent, et Jerry Mullins n'est pas revenu. Mais je garde toujours ces 4 clés qu'il m'a données dans un tiroir près de mon lit, où je peux les regarder chaque fois que j'ai besoin de me rappeler que ce que je craignais le plus n'était ni un monstre ni un fantôme. C'était juste un homme avec une clé et nulle part où aller. Acheter une maison sur 5 hectares à l'extérieur de Charlottesville, en Virginie, était censé être la meilleure décision de ma vie. J'avais passé mes 20 ans à sauter d'un appartement exigu à Richmond à un autre, partageant des murs avec des gens qui se criaient dessus à toute heure. Et quand ma grand-mère est décédée et m'a laissé assez d'argent pour un acompte, je n'ai pas hésité. La ferme était ancienne, construite dans les années 1940 selon les registres du comté, avec un porche affaissé,
des placards de cuisine dépassés et une pompe à eau qui gémissait chaque matin comme si elle avait mal. Mais elle se trouvait au bout d'une longue allée de gravier, entourée de bois sur 3 côtés. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'entendais pas un seul voisin. Je travaillais à domicile comme transcriptrice médicale, tapant des notes de médecin en pyjama, donc l'isolement me convenait parfaitement. Mon plus proche voisin était Harold Jennings, un veuf octogénaire qui vivait à environ 1,5 km plus loin sur la route. Nous avions un accord, je vérifiais qu'il allait bien 2 fois par semaine, et il gardait un œil sur ma propriété quand j'étais absente. En juin, j'y vivais depuis 8 mois, et je me sentais enfin à ma place. Ce samedi-là a commencé comme n'importe quel autre week-end. Je me suis réveillé vers 9 h, j'ai fait du café et j'ai passé la plupart de la journée à mon bureau à terminer un arriéré de fichiers de transcription. Pour le dîner, j'ai préparé des spaghettis et j'ai regardé quelques épisodes d'une émission de True Crime sur Netflix. Ironique, compte tenu de ce qui s'est passé plus tard, vers 23 h. J'ai emmené mon chien, Pepper, dehors pour sa dernière sortie de la nuit. C'était une bâtarde de 6 ans, avec des taches brunes et blanches et une oreille qui ne se dressait jamais tout à fait. L'air extérieur était épais et humide, typique d'un début juin en Virginie, le genre de chaleur qui colle à la peau. Je suis resté sur le porche à regarder Pepper renifler dans le jardin, levant les yeux vers les étoiles dispersées dans le ciel d'une manière qu'on ne voit jamais en ville. Tout était calme, à part les criquets et le ululement occasionnel d'un hibou quelque part dans les bois. Pepper a fini ses affaires, est rentré en trottinant, et j'ai verrouillé la porte d'entrée derrière nous, vérifié la porte de derrière par habitude, et je me suis couché vers minuit, me sentant parfaitement en sécurité. Je ne sais pas depuis combien de temps je dormais quand Pepper a commencé à grogner. Ce n'était pas son grognement habituel, celui qu'elle faisait quand elle voyait un écureuil à travers la fenêtre ou entendait une voiture passer sur la route principale. Celui-ci était bas et soutenu, venant du fond de sa poitrine, et elle se tenait debout à la porte de ma chambre, faisant face au couloir. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit et j'ai vérifié l'heure, 1h47. Pendant quelques secondes, je suis resté là à écouter, essayant de comprendre ce qui l'avait mise dans cet état. Puis je l'ai entendu. 3 coups à la porte d'entrée. Pas fort, pas agressif, juste 3 coups réguliers, comme si quelqu'un essayait d'être poli. Ma première pensée a été qu'il était arrivé quelque chose à Harold. Peut-être qu'il était tombé. Peut-être qu'il était venu dans un état de confusion. Il était âgé, et je m'inquiétais pour lui. Je me suis levé et j'ai marché silencieusement vers le salon. Pepper restant juste à mes talons, grognant toujours ce grondement sourd. La porte d'entrée avait une petite fenêtre en haut, mais il faisait noir dehors et je ne pouvais pas voir grand-chose. J'avais aussi une fenêtre à gauche de la porte qui donnait sur le porche, couverte de fins rideaux. Je n'ai pas allumé les lumières. Quelque chose me disait de ne pas le faire. Un instinct que je ne peux pas vraiment expliquer. Alors, je suis resté là dans le noir, essayant de voir à travers le rideau. Puis il y a eu un autre coup et une voix d'homme, calme et amicale. Il a dit que sa voiture était tombée en panne à environ 800 mètres plus loin sur la route et que son téléphone était déchargé. Il a demandé s'il pouvait utiliser mon téléphone pour appeler quelqu'un à l'aide. Cela semblait raisonnable. Cela semblait être le genre de choses qui pouvait arriver à n'importe qui sur ces routes de campagne où le service cellulaire était au mieux aléatoire. Mais il était presque 2 h du matin, j'étais une femme seule, et quelque chose dans la situation a fait se contracter chaque muscle de mon corps. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai écarté le rideau d'à peine 1 centimètre pour mieux voir qui se tenait sur mon porche. Il avait l'air normal. C'était cela qui rendait la décision si difficile. Il avait peut-être 40 ans, portait un jean et un t-shirt sombre simple, une carrure moyenne, des cheveux bruns courts. Il avait les mains dans les poches et se tenait à quelques pieds de la porte, pas collé contre elle comme le ferait quelqu'un de désespéré ou d'agressif. Il avait l'air d'un type ordinaire qui avait des problèmes de voiture. J'ai presque réussi à me convaincre que j'étais paranoïaque, que je laissais toutes ces émissions de crime me monter à la tête. Mais Pepper grognait toujours, les poils hérissaient le long de son échine. Et ce chien n'avait jamais eu tort sur les gens. Je l'avais vu remuer la queue devant des inconnus complets. Et je l'avais vu aboyer contre des hommes qui se sont avérés être de mauvaises nouvelles. Elle avait des instincts que j'avais appris à faire confiance. Alors, au lieu d'ouvrir la porte, je lui ai parlé à travers. Je lui ai dit que je pouvais appeler quelqu'un pour lui. Je lui ai demandé quel numéro il avait besoin. Il a dit qu'il appréciait cela. Il m'a donné un nom, a dit que son frère vivait à environ 30 km et pouvait venir le chercher.
Il m'a même donné un numéro de téléphone. Tout cela semblait si normal, si raisonnable. J'avais mon téléphone à la main, prêt à composer, quand j'ai jeté un autre coup d'œil par la fenêtre latérale. La lumière du porche était éteinte et la seule illumination venait d'une demi-lune, mais mes yeux s'étaient ajustés à l'obscurité. L'homme était toujours là, patient, attendant. Et c'est alors que j'ai vu un mouvement près de la lisière. Des arbres au bord de ma propriété, peut-être à 50 mètres de la maison. Au début, j'ai pensé que c'était un cerf. Nous en avions beaucoup dans le coin, mais la forme était mauvaise. Elle était droite. C'était une personne se déplaçant lentement le long du bord des bois, se dirigeant vers l'arrière de ma maison. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai regardé l'homme sur le porche et il était toujours là avec cette même expression calme, comme s'il avait tout son temps. Il n'avait aucune idée que j'avais vu l'autre. Ou peut-être savait-il exactement ce qui se passait et que toute cette histoire faisait partie d'un plan. J'ai reculé de la fenêtre en essayant de ne faire aucun mouvement brusque, en essayant de réfléchir. Mon esprit courait à travers les options. J'aurais pu appeler le 911, mais le poste de shérif le plus proche était à au moins 25 minutes, et je ne savais pas combien de temps j'avais. J'aurais pu appeler Harold, mais qu'est-ce qu'un homme de 80 ans aurait pu faire? J'ai pensé à la porte de derrière, me demandant si elle était vraiment verrouillée, me demandant si cette deuxième personne l'essayait déjà. L'homme sur le porche a frappé à nouveau, un peu plus fort cette fois, et a demandé si tout allait bien. Sa voix était toujours amicale, mais il y avait quelque chose en dessous maintenant. Une pointe d'impatience. Je lui ai dit à travers la porte que j'appelais son frère maintenant, que de l'aide serait bientôt en route. Je temporisais, me donnant du temps pour comprendre ce que je devais faire. Je me suis déplacé rapidement et silencieusement dans la maison sombre jusqu'à la cuisine, où je pouvais voir la cour arrière à travers la fenêtre au-dessus de l'évier. La deuxième silhouette était plus proche maintenant, peut-être à 30 mètres de la maison, et je pouvais voir que c'était un homme plus grand que celui sur le porche, vêtu de vêtements sombres et d'une sorte de casquette. Il n'essayait même pas de se cacher. Il marchait simplement vers ma porte arrière comme s'il en avait le droit. J'ai attrapé le plus grand couteau du bloc sur le comptoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Puis je suis retourné à l'avant de la maison et j'ai dit à l'homme sur le porche que je n'allais pas ouvrir la porte. J'ai dit que j'avais appelé le 911 et que la police était en route. C'était un mensonge. Je n'avais pas encore appelé, mais j'avais besoin qu'il le croie. Il y a eu une longue pause. Je ne pouvais pas voir son visage d'où je me tenais, mais je pouvais sentir le changement dans l'air, comme si toute la situation avait basculé à ce moment-là. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était différente. L'amabilité avait disparu. Il a dit quelque chose comme « Allez, j'ai juste besoin d'utiliser votre téléphone. Pourquoi vous compliquez les choses ?» Mais ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Puis j'ai entendu la poignée de la porte arrière s'agiter. Pas un coup, pas une demande polie. Quelqu'un essayait de l'ouvrir, testant pour voir si elle était verrouillée. Pepper est devenue complètement folle, aboyant et grognant en se précipitant vers l'arrière de la maison. L'homme sur le porche a commencé à frapper violemment à la porte d'entrée. Plus de coups maintenant, des coups de poing. Et il disait quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre à cause de Pepper et du sang qui battait dans mes oreilles. J'ai finalement appelé le 911. Mes doigts tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone 2 fois. La standardiste a répondu et j'ai commencé à parler vite, trop vite, essayant d'expliquer que 2 hommes essayaient de s'introduire chez moi, que j'étais seul, que j'avais besoin d'aide tout de suite. Elle m'a demandé mon adresse et je la lui ai donnée, et elle m'a dit de rester en ligne, qu'elle envoyait des unités chez moi, mais je savais à quelle distance ils étaient. Je savais que j'étais seul pendant au moins 20 minutes, probablement plus. Les coups sur la porte d'entrée se sont soudainement arrêtés. Et ce silence était presque pire que le bruit. Je me tenais dans le couloir entre l'avant et l'arrière de la maison, un couteau dans une main, le téléphone dans l'autre, Pepper pressé contre ma jambe, grognant toujours. J'ai entendu des pas sur le porche, puis plus rien. Puis j'ai entendu du verre se briser quelque part à l'arrière de la maison. Pas la porte, une des fenêtres. Celle de la petite buanderie que j'avais toujours eu l'intention de mieux sécuriser, mais que je ne l'avais jamais fait. Pepper s'est précipité vers le bruit, aboyant si fort que cela me faisait mal aux oreilles. Et j'ai entendu un homme jurer, puis plus de verre se briser alors qu'il essayait de dégager le cadre. J'ai couru vers l'embrasure de la porte de la buanderie et j'ai vu une silhouette sombre à moitié à travers la fenêtre, une jambe déjà à l'intérieur.
Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste réagi. J'ai hurlé quelque chose dont je ne me souviens même pas. Et j'ai balancé ce couteau vers son bras. J'ai senti le contact, la résistance, et il a hurlé et s'est retiré par la fenêtre si vite qu'il s'est coupé davantage sur les éclats de verre. Il y avait du sang sur mon couteau de cuisine et du sang sur le cadre de la fenêtre. Et je tremblais si fort que j'ai cru que j'allais m'effondrer. La standardiste était toujours en ligne, me demandant ce qui se passait, et j'essayais de le lui dire, mais les mots ne sortaient pas correctement. J'ai reculé de la fenêtre, m'attendant à ce qu'il revienne ou à ce que l'autre essaie par l'avant, mais pendant un moment, tout est devenu silencieux. Pepper aboyait toujours, mais c'était différent maintenant, plus frénétique, comme si elle essayait de suivre un mouvement qu'elle entendait mais que je ne pouvais pas. J'ai continué à alterner mon attention entre la porte d'entrée et la fenêtre brisée. Attendant que quelqu'un entre, sachant que je ne pouvais pas défendre les deux en même temps. Puis j'ai entendu un moteur de voiture démarrer. C'était faible au début, quelque part dans mon allée de gravier. Puis cela s'est amplifié et j'ai entendu des pneus crisser sur les cailloux. J'ai couru vers la fenêtre avant et j'ai vu des feux arrière disparaître au bout de la route, se déplaçant vite sans phares allumés. Ils partaient. Je ne l'ai pas compris tout de suite. J'étais toujours prête à ce que quelqu'un défonce une porte ou une fenêtre, mais les bruits extérieurs se sont estompés, et il n'y avait plus que les criquets et Pepper gémissant à côté de moi. Je suis resté en ligne avec la standardiste pendant encore 18 minutes, jusqu'à ce que je voie les lumières rouges et bleues remonter mon allée. 2 députés sont venus à la porte et j'ai enfin déverrouillé, tenant toujours ce couteau, tremblant toujours. L'une d'eux était une femme nommée Hartley qui a doucement pris le couteau de ma main et m'a fait asseoir pendant que son partenaire fouillait la maison. Ils ont trouvé du sang sur la fenêtre de la buanderie, sur le sol à l'extérieur, et une traînée menant dans les bois où ils avaient probablement garé leur voiture hors de vue. Les députés m'ont dit que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais eu de la chance, que la plupart des gens auraient ouvert cette porte. Le département du shérif a enquêté pendant des semaines mais ne les a jamais retrouvés. Aucun ADN correspondant dans le système, aucun témoin, aucune voiture abandonnée avec un pneu crevé nulle part près de ma route. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais voici la partie qui me tient encore éveillé la nuit, même 2 ans plus tard. Environ 3 semaines après que cela se soit produit, un député a appelé pour me dire qu'ils avaient relié mon cas à 2 autres incidents dans le comté de l'année précédente. Même schéma. Un homme frappant à une porte tard dans la nuit avec une histoire de panne de voiture. Une deuxième personne attendant dans l'ombre. Dans les 2 autres maisons, les gens avaient ouvert leurs portes. Une femme avait été gravement battue et volée. L'autre, un couple âgé, l'homme n'avait pas survécu. Il ciblait des maisons isolées, des endroits où l'aide était loin, des endroits où les gens faisaient encore assez confiance aux étrangers pour ouvrir leurs portes la nuit. Je n'ai jamais su s'ils ont été attrapés. J'ai déménagé à Richmond 6 mois plus tard. J'ai toujours Pepper, et elle grogne encore parfois la nuit sans raison apparente. Quand elle le fait, je ne me rendors pas. Je reste juste assise dans le noir à écouter, attendant un coup que j'espère ne jamais entendre.